Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, ce qu'on va faire, donc c'est un résumé du cours d'intensification des procédés. J'essaie d'être simple, clair et bref. Commençons par la définition de l'intensification des procédés. بمعنى تكثيف أو طرق تكثيف الطرائق. Bon, la définition la plus simple, en deux mots, donc un procédé intensifié, c'est un procédé plus compact et plus économique. D'accord? Bon, il y a d'autres points, mais les deux points les plus importants, c'est doit être plus compact, plus économique. Plus compact, c'est-à-dire sur le plan volumineux, donc il occupe moins d'espace, plus économique, donc plus rentable, avec moindre coût de produits et d'énergie. Comment arriver à intensifier un procédé? Par le développement de méthodes, des techniques et des appareils adaptés. Donc on fait appel à des techniques et des appareils adaptés. Cette définition d'intensification se résume de manière très synthétique par faire plus avec moins. D'accord? Faire plus avec moins. Bon. Il y a des enjeux, à quel répond l'intensification? Des enjeux environnementaux. Alors, donc, il s'agit ici de... Les procédés intensifiés sont moins consommateurs d'énergie, moins consommateurs de matières premières et de solvants, et moins polluants. Sur le plan économique, leur intérêt, c'est le coût le plus faible, parce que le temps de la réaction est très court. Économique également, parce qu'on a dit qu'il s'agit des procédés compacts, ça occupe moins d'espace. Occupe moins d'espace, puisque sur le plan volume, sont moins, donc ils occupent moins d'espace et moins d'investissement. Donc voilà, sur le plan social, donc les procédés intensifiés nous permettent de réaliser des produits de meilleure qualité, avec de meilleurs prix, et même peut nous apporter des nouveaux produits. Alors, où réside l'efficacité des procédés intensifiés? La première caractéristique, c'est la réduction du temps de réaction. Le temps de réaction dans un procédé intensifié, elle compte en secondes, alors que dans un procédé classique ou conventionnel, elle compte en heures. Donc la différence se fragmente sur le plan de temps de réaction. Quand on mélange l'échange thermique, donc le mélange dans un procédé intensifié, un mélange entre deux produits, ou bien un solide et un solvant, ce mélange il est très rapide relativement, ou bien comparé au procédé conventionnel. De même, l'échange thermique il est très rapide et très efficace. Alors, on peut dire que dans un procédé intensifié, on peut gérer rapidement les échangeurs de chaleur, on va voir par la suite comment, de mélanger des réactifs, ou les séparer, ou séparer des produits dans un temps très court et avec grande efficacité. Troisièmement, un procédé intensifié peut supporter des conditions de température et de pression très élevées. Quatrièmement, un procédé intensifié doit fonctionner en continu avec des débits rapides pour compenser la perte de volume réactionnel. Okay. On peut résumer tout ça en deux mots. Un procédé intensifié,
c'est de maximiser l'efficacité de la réaction au niveau de moléculaire. Et on doit signaler, c'est le mot réaction au niveau moléculaire. Donc il s'agit de micro-mélange. Le mélange se fait rapidement à l'échelle microscopique. Parce qu'on va voir par la suite certains types de procédés. Là, on travaille sur l'échelle de micromètres. Donc la diffusion, c'est la division qui emporte bien. La division, c'est la cause principale ou bien le moyen principal de mélange entre deux produits. Optimiser les forces motrices et les phénomènes de transfert de matière et de chaleur. Uniformiser les conditions réactionnelles pour chaque entité réactive. Puisqu'on travaille sur des entités petites, faibles, donc on peut assurer l'homogénéité de ces systèmes à l'échelle microscopique ou bien ce qu'on appelle micromélange. On peut simplifier un procédé intensifié par l'intégration ou bien lui donner de multifonctions. C'est-à-dire on peut intégrer des équipements multifonctionnels dans le système. Alors, pour mieux comprendre, je ne ferme bien, on va voir ensemble certains types de procédés intensifiés. Sur l'image, un disque tournant. Il est plus clair, est plus clair. Bon, voilà. Donc, on a fait appel à des techniques et des appareils, des nouveaux appareils, des nouvelles techniques. Ok? Voilà. Comme vous le constatez ici, il y a un disque. Sur le disque, on injecte alimentation des réactifs. On injecte deux réactifs. Les réactifs se forment de liquide. Voilà. Donc la réaction se fait où? Se fait sur la surface du disque, c'est-à-dire dans un film très mince. Donc film mince de réactif. Le film mince, d'accord? Le mélange se fait très rapidement, en microsecondes, un film mince, par diffusion. Et donc la réaction de même, elle est très rapide. On ne peut pas faire appel, on ne peut pas utiliser une réaction très lente sur un disque tournant, ce qu'on appelle un disque tournant. Donc voilà, deux réactifs. La réaction se fait sur la surface du disque tournant. On a sur une température constante par un flux d'un fluide thermique, comme vous le constatez, qui circule au-dessous de cylindre. Et tout ceci se fait dans une enceinte, comme vous le constatez, dans une enceinte, là on peut contrôler la température. Voilà un autre disque tournant, toujours le même principe, un film, d'accord, liquide, mais cette fois-ci il y a le liquide qui est injecté sur le plateau, bien sûr, sur le disque, mais au-dessus, il faut que le disque, il circule un gaz. Donc, l'échange se fait entre le film gazeux, si on peut le dire, et le film liquide. Entre la phase gazeuse et la phase liquide, et le film, le disque tournant, assure un transfert de matière plus rapide et de ce fait une réaction très rapide. Voilà, donc voilà deux formes ou bien deux techniques intensifiées. Voilà une autre technique intensifiée. On peut utiliser ce système à gauche, une membrane, voilà une membrane qui sépare entre deux compartiments. Le compartiment 1, il est composé ou bien il comprend un mélange, c'est les points rouges et les points bleus. La membrane est sélective, elle permet le passage uniquement des points bleus, donc elle est sélective. D'accord? Donc c'est une façon de séparation, ce qu'on appelle les procédés membranaires. Mais les procédés membranaires, on peut utiliser directement dans la distillation. Voilà, donc la partie qui passe à travers la membrane peut être condensée parce qu'il y a un canal froid et un canal chaud. Donc elle peut être directement condensée sur la paroi de compartiment froid
et de ce fait, on peut assurer une séparation très rapide, et toujours en travaillant avec une membrane sélective. Par exemple, en cas de COV, c'est-à-dire le carbone, la matière carbone volatile, si elle passe à travers la membrane, on peut soit la détruire ou bien la cultiver, suivant les cas, avec cette façon. Et on peut dire, on a couplé ici, c'est-à-dire un passage, un procédé membranaire avec une séparation. D'accord? Voilà un autre procédé. Donc c'est un autre procédé intensifié. Voilà. Donc un autre procédé intensifié, c'est une utilisation de ce qu'on appelle les micro-canaux. Les micro-canaux. Voilà donc un fluide qui passe dans un tube, bien sûr je parle à l'échelle micromètre, d'accord, et avec une solution continue. Donc on a une phase discontinue qui soit sous forme de bulle, bien sous forme de goutte, et une solution continue, celle qui est en rouge. Donc deux phases continues, une phase dispersée et une phase continue. Cette façon de faire, on peut l'utiliser dans l'extraction, par exemple, liquide-liquide, ou bien absorption de gaz liquide. Mais le système, c'est un nouveau système qui est utilisé dans les procédés intensifiés. Un autre procédé très utilisé dans le procédé intensifié, toujours en utilisant un film liquide, voilà donc le liquide, le gaz ascendant, le liquide descendant, le liquide, et s'écoule sur les parois se forme d'un film. Donc l'épaisseur de film elle est très très faible. De ce film, on va voir par la suite les phénomènes qui interviennent dans le transfert de matière ainsi que dans le transfert de chaleur. Voilà donc c'est certain, voilà j'ai cité ici les exemples, et on a bien sûr d'autres, vous le trouvez dans la partie cours. Ok. Ici, voilà donc le complément de ce qu'on appelle le film tombant. Voilà dans une conception donc où bien le fluide, le fluide passe dans des canaux, vous constatez dans des canaux, et le gaz circule au-dessus, dans une surface au-dessus de ces canaux de film. Et si le film tombant, la paroi bien, peut être plane ou bien composée des canaux, soit donc verticale ou bien inclinée, suivant les cas. D'accord? Ainsi, donc on a terminé avec cet exemple. Voilà, donc on peut comparer, par exemple, sur cette échelle, on peut comparer le transfert de chaleur avec le transfert de matière pour certains types de procédés intensifiés et non intensifiés. Voilà. À titre d'exemple, plus haut, il y a rotating packed bed, c'est-à-dire un lit de garnissage rotatif. Donc un échauffour de garnissage, mais le garnissage il est tournant, rotatif. Bien, il y a le liquide passe au milieu et sort horizontalement à travers le garnissage. Et le système, l'ensemble du système, il est tournant. De ce fait, on constate que donc automatiquement à travers les pores, il y a une circulation de liquide ici. Il y a un bon transfert de matière. Il assure un bon transfert de matière, mais non un bon transfert de chaleur. Ok. Cuvagité, voilà, une cuvagité se trouve tout en bas, donc moins de transfert de chaleur, moins de transfert de matière. Juste bon, voilà donc ce qui est un peu mieux, c'est la colonne de garnissage qui assure un bon transfert de matière, mais pas un bon transfert de chaleur. Si on parle de transfert de chaleur, par exemple, on trouve une surface plane échangeur, soit composée, bien comprend des canaux, donc on peut les classer comme un bon échangeur. Si on compare par exemple le cuvagité avec deux parois, celle-ci avec cuvagité avec
échange thermique à l'extérieur, donc celui-là, il est bien classé relativement à celle-ci. Alors ici, on trouve par exemple un micro-réacteur, c'est-à-dire des canaux à l'échelle micro qui sont creusés sur une surface plane, pardon, et donc il peut assurer en même temps un bon transfert de matière ainsi qu'un bon transfert de chaleur. Ok? Donc l'intensification, généralement, elle est étroitement liée au système microstructuré. Ce que nous avons vu jusqu'à présent ne sont pas des systèmes microstructurés, comme le dégarnissage, le disque tournant, etc. Mais généralement, dans le domaine de chimie, l'intensification, elle est étroitement liée à la microfluidique. Alors, c'est quoi la microfluidique? Alors, d'une manière générale, la microfluidique peut être définie comme étant l'ensemble des techniques qui permettent de manipuler de faibles volumes de fluide dans des canaux, dont les dimensions sont de quelques dizaines à des centaines de micromètres. Voilà. هذا هو التعريف تاع ميكروفلويديك، معناها سي دي كانو dimension تاعهم ما ديباسيش les dizaines jusqu'à centaines de micromètres dans lesquels circule un fluide. Donc هادو les systèmes sont les micro, ou bien dire la notion de microfluidique. Un effet évident de la réduction d'un système à l'échelle micromètre est l'augmentation. Donc à l'échelle un canot qui a un diamètre faible, d'accord, automatiquement, si on calcule la surface de canal par rapport à son volume, on trouve qu'elle est très importante. Donc, les canaux microstructurés servent en premier lieu d'augmenter le rapport surface par rapport au volume. Donc, quand on dit augmentation surface au volume, ça signifie quoi? C'est améliorer le transfert de matière et de chaleur. D'accord? Donc, augmentation, il faut retenir ça. Augmentation. D'accord? Augmentation de la surface par rapport au volume implique augmentation de transfert de chaleur et de matière. Quoi? Entre deux phases, bien entendu. Entre deux phases. Plaque, par exemple, une plaque avec un fluide, ou bien un liquide par rapport à un liquide. Donc là où il y a une interface, donc si on augmente la surface par rapport au volume, donc on a augmenté automatiquement le transfert, le coefficient de transfert global. Le coefficient de transfert global, ok. Alors, dans le système microfluidique, différemment, يختلف les canaux كبار, comme réacteur piston, bien n'importe quel écoulement dans une conduite, c'est que c'est les phénomènes de surface qui sont dominants dans ces systèmes. Pardon, je m'excuse. Dans ces systèmes, donc la diffusion, d'accord, la tension de surface, la viscosité, les paramètres deviennent plus importants à l'échelle micromètre. Okay? Bon, par exemple, l'effet de gravité devient négligeable. D'accord? Le comportement du flux déphasique, par exemple, et des interfaces entre les deux phases, soit liquide-liquide, ou bien liquide-solide, ou bien liquide gazeux, dépend de trois catégories de paramètres. Premièrement, la géométrie du canal, c'est important. Elle peut être triangulaire, peut être rectangulaire, peut être par exemple circulaire. Donc la géométrie influe, d'accord, sur les caractéristiques, si vous voulez, de l'écoulement. Bon, il y a deuxièmement, c'est les propriétés des deux fluides utilisés. Les propriétés de fluides utilisés, les propriétés de mouillage. Bon, propriété en termes de Reynolds, viscosité, donc, et la vitesse utilisée, donc Reynolds. Propriété de mouillage,
Et les conditions d'écoulement, bon, c'est la vitesse notamment et la nature de paroi peut influer les conditions d'écoulement. Alors, on va définir chaque paramètre distinctivement. Alors, l'importance relative des phénomènes physiques liés à ces paramètres est traduite à travers de quelques nombres. Bien sûr, tous ces paramètres, on va les formuler, on va les donner, enfin, je vais vous donner les formules liées à ces, ou bien les définitions liées à ces phénomènes qui sont la diffusion, la tension superficielle, la viscosité, le mouillage et ainsi de suite. Voilà. Bon, ce schéma montre un microcanal. Alors, il y a une phase continue, une phase dispersée. La question se pose. Hein? C'est-à-dire, il y a des débits, bon, il y a une phase dispersée, une phase. Comment on peut obtenir une phase dispersée avec une phase continue? Donc, il faut qu'il y ait une différence entre les deux liquides. Donc, la question qui se pose, on va poser une question, on va chauffer la réponse après. Bon, alors, lequel des deux fluides qui va former la phase dispersée et lequel des deux fluides qui va former la phase continue? Bon, si on parle de terme de mouillabilité, bien le mouillage, certes, la phase continue, elle doit avoir une mouillabilité plus importante par rapport aux parois solides de canal. L'inverse, la phase dispersée doit avoir une mouillabilité plus faible par rapport à la paroi. Donc, deuxièmement, en termes de, on va voir par la suite, en termes de tension interfaciale entre les deux liquides qui peut former, par exemple, bien donner pour l'une des phases leur caractère dispersé, pour l'autre leur caractère continu. Okay? Alors, l'écoulement qui règne dans les microcanaux, c'est l'écoulement laminaire. Et fait les microcanaux, le domaine du microfluidique, hein, l'écoulement est laminaire. Dans le cas du système microfluidique, avec des géométries simples, le comportement du fluide est principalement influencé par la viscosité plutôt que par l'inertie, ce qui produit un écoulement laminaire. Il faut revenir à la définition de Reynolds pour comprendre ce terme. D'accord? Ce comportement se produit si le nombre de Reynolds, RE, qui donne le rapport des forces d'inertie aux forces visqueuses est faible. Okay? On obtient un écoulement laminaire qui connaît un Reynolds faible. Okay? La diffusion peut être efficace pour déplacer et mélanger les solidités sur l'échelle micrométrique. Donc, le mélange, différemment au phénomène de convection, okay? Par exemple, il y a la diffusion qui est responsable. Okay? Par exemple, généralement, on fait le système qui va agiter. Le mélange se fait par convection grâce aux agitateurs rotatifs. C'est le mobile qui engendre les turbulences nécessaires pour assurer le mélange. Ici, dans un microcanal, il n'y a pas une convection, donc la diffusion qui assure le mélange. On va voir comment. Avant d'expliquer comment, donc voilà la formule de Reynolds, vous la connaissez, donc c'est la masse volumique par la vitesse, par c'est-à-dire le diamètre ou bien la dimension caractéristique du système sur la viscosité. Okay? Voilà. Donc voilà. Le schéma, bien la figure montre un écoulement laminaire, un écoulement turbulent et entre les deux transitoires. Donc Reynolds au-deçà de 2000 engendre un écoulement, bien il traduit un écoulement laminaire. Dans les systèmes les microcanaux, R est trop inférieur
A1, donc automatiquement il s'agit d'un écoulement laminaire. Ok, voilà les deux schémas qui montrent un écoulement laminaire, un écoulement turbulent. Un exemple, voilà, un exemple avec les données suivantes. Si la vitesse elle est de 100 micromètres par seconde, bien 1 mm par seconde, jusqu'à 1 mm par seconde, la viscosité 10 puissance moins 3 pascal seconde, la masse volumique 1000, celle de l'eau, et la longueur caractéristique de l'écoulement, par exemple 100 micromètres, soit le diamètre ou bien autre, ça dépend. S'il s'agit d'un tube, donc c'est le diamètre. S'il s'agit d'un carré rectangle, il faut chercher le rayon hydraulique. D'accord? Si l'on calcule le nombre de Reynolds en microfluidique, il varie tel que en 0,0001 et 0,5. Donc, on est bien dans un système laminaire. Comme aux autres formules, la vitesse dans un système laminaire, donc V égale V max 1 moins R au carré sur R suivant, bon, en s'éloignant du centre, donc R2 sur R, c'est le rayon de tube. Ok, vous connaissez ça. Donc, il y a une relation directe qui existe entre la perte de charge entre deux points, la perte de charge entre deux points et la vitesse engendrée par cette perte de charge. La relation entre la perte de charge et le débit donnée par cette formule, delta P. Voilà, donc delta P égale, elle est proportionnelle au débit. Donc delta P est proportionnelle au débit avec une constante, hein, si vous voulez, une constante de la nature de fluide avec le tube. Ok, donc on va casser la. D'autres termes, avec Reynolds, on peut parler de tension interfaciale, c'est pas interaxiale, interfaciale, pardon, vous rectifier. Les propriétés de mouillage d'une surface peuvent changer la nature de l'écoulement dans un canal microfluidique. Les tensions interfaciales, bon, je sais pas, interfaciales toujours déterminent l'angle de contact qui est caractéristique de la nature du mouillage dans un écoulement déphasique. Bon, ce qu'on doit retenir d'ici, par exemple, s'il y a dans un système biphasique, hein, dans un tube, on injecte deux fluides différents. Alors, certes, par rapport, bien sûr, il y a une tension interfaciale entre liquide-liquide, bien liquide-gaz, et ensuite entre la paroi, c'est-à-dire le solide, et les deux fluides. Donc, le fluide qui a une mouillabilité plus importante, il forme la phase continue. L'autre, la phase discontinue. Quand à la forme de gouttes, la dimension et tout, il y a un autre paramètre qui intervient. Nous allons voir quel est le paramètre qui intervient. C'est CA, la capillarité, qui fait intervenir la tension superficielle et la viscosité. Donc, à deux termes, la tension et la viscosité, il y a un autre terme qui va déterminer, pas uniquement la phase continue, mais la forme de la bulle, leur taille, ainsi de suite. Parce que il parle ici de, il influe ce qu'on appelle la coalescence des bulles, la vitesse, l'influence de la vitesse, c'est-à-dire de débit, ainsi de suite. Donc finalement, on résume les choses. Donc les paramètres qui interviennent dans les systèmes microfluidiques, c'est la tension interfaciale, la viscosité et une interaction entre ces deux qui va déterminer par la suite le choix des fluides qu'on va utiliser, ainsi la nature des parois et les débits des deux phases, l'une par rapport à l'autre. Okay? Il y a un autre terme, il y a un nombre, si vous voulez, ce qu'on appelle le nombre de Piclet.
Le nombre de piclés, alors, le nombre de piclés est relatif au flux de diffusion par rapport au flux de convection. Alors, imaginons deux fluides, voilà l'image, pour mieux comprendre. Hein. Voilà, donc vous constatez ici un fluide et un autre fluide. Bon, voilà, nous sommes un écoulement en parallèle, c'est-à-dire on a choisi les données de telle sorte que l'écoulement soit parallèle, pas dispersé. Il n'y a pas une phase dispersée, c'est de parallèle. Entre les deux surfaces, ou bien entre les deux phases, il y a une diffusion en même temps, une convection. La convection sert à, comment dirais-je, à déplacer les deux fluides avec des vitesses suivant les débits d'entrée et de sortie, et la diffusion entre les deux. Alors, le piclé, c'est-à-dire il y a donc un temps de la rentrée vers la sortie de tube, il y a un temps de convection et un temps de diffusion. Donc le rapport entre le temps de diffusion et de convection va déterminer l'importance du mélange au sein de microcanal. Par exemple, voilà, donc le piclé, bon, le piclé qui gagne normalement U, il y a pas, la formule, vous la connaissez, hein, c'est la vitesse multipliée par la longueur divisée sur la diffusivité. Mais elle est donnée par le temps de diffusion sur le temps de convection. Alors, si le temps de convection est plus important que le temps de diffusion, c'est-à-dire le temps de diffusion est réduit, d'accord? Parce que bon, le temps de diffusion dépend de quoi, le temps de diffusion? Dépend du diamètre. Si le diamètre est très petit, donc le temps de diffusion il est également de même. Et si le temps de diffusion donc, est trop inférieur par rapport au temps de convection, le piclé est faible, de ce fait, on peut assurer un mélange parfait avec la diffusion au bout de quelques secondes. Voilà, si P supérieur à l'écoulement est convective, la matière est principalement transportée par l'écoulement. Si P est inférieur, c'est la diffusion qui domine, figure-là, permet un mélange entre les deux. Donc, P inférieur permet le mélange. Voilà, c'est très important. Voilà le schéma qui éclaircisse le phénomène. C'est voilà deux produits en jaune et le deuxième c'est en vert. Ici, le premier cas, le piclé supérieur. Donc, vous voyez, donc, il n'y a pas pratiquement dans le parcours hein, le vert bras bleu, vert et le jaune bras vert, et finalement, il n'y a pas un mélange, comment dirais-je, un mélange satisfaisant. Okay? Par contre, le chauffe-eau où une piclé inférieure à 1, voilà le jaune, voilà chauffe-eau matériel, bon, le mélange, le jaune est complètement mélangé avec le jaune, on a un mélange parfait. Donc, on a tout simplement le temps, hein, parce que le temps de convection, le trajet, le temps de convection, كان كبير par rapport au temps de diffusion, donc le temps, la diffusion qu'on a suffisamment de temps pour assurer les mélanges, parce que le mélange se fait par diffusion, pas par convection. La convection ici, elle sert uniquement pour le déplacement des fluides fakat. Ok? Voilà, c'est ainsi que la première partie, juste, bon, généralité sur l'intensification et une définition. J'espère que vous avez compris. Donc, attendez la deuxième partie.